Bonjour Victor. Bonjour Maurice. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet que tu as pas mal expérimenté ces dernières années. C'est celui qu'on appelle en gros les objets connectés ou la santé connectée et qui porte le nom de wearable pour les anglo-saxons. Donc en gros, ce qui est un peu portable et utilisable pour mesurer sa santé. Ok, très bien. Il faut dire qu'il y a eu pas mal de progrès en fait ces dernières années et on est passé du poids ou voire du tour de taille avec le poids qui permet de l'améliorer à carrément des montres connectées qui détectent des arythmies, qui détectent même la saturation en oxygène dans le sang. Enfin bref, il y a eu des progrès mais vraiment considérables. Ça vaut donc le coup de jeter un petit coup d'œil. Chez Sequoia Santé, on ne rappellera jamais assez l'importance capitale du sommeil. Je crois que on en parle régulièrement, c'est tellement important en réalité, à la fois sur le métabolisme, sur nos performances cognitives, psychologiques, physiques, enfin bref. Et donc, commençons donc par le sommeil. En ce qui concerne le sommeil, il y a eu un objet qui a eu beaucoup de succès, en tout cas qui était peut-être plus à la mode que maintenant il y a quelques temps, qui s'appelle le Oura Ring, donc qui est un anneau que l'on porte. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le principe et puis sur l'intérêt, les limites du Oura Ring, s'il te plaît? Oui, alors l'Oura Ring, je l'ai personnellement testé il y a, je pense, 2 ans, 1 an et demi. Et j'ai dû le tester pendant 6 à 9 mois. Et alors, l'Oura Ring, c'est un anneau qui est un petit peu plus gros quand même qu'un anneau normal parce que dedans il y a des capteurs. Donc c'est vrai que ça peut être un peu gênant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter des anneaux au doigt. Et en fait, dans cet Oura Ring, il permet de prendre des mesures pendant le sommeil et pendant la journée. Et via une application, il donne des rapports sur l'activité pendant la journée et sur le sommeil. Alors, en fait, ils ont réussi, avec ces différents capteurs, à avoir des proxys qui leur permettent de savoir si on a assez dormi, si on a eu assez de sommeil profond, assez de sommeil paradoxal. Et ça, ils le font en fait en mesurant le rythme cardiaque pendant la nuit, le nombre de mouvements pendant la nuit, la saturation en oxygène pendant la nuit. Et en fait, chez différents sujets qui avaient eu des électroencéphalogrammes pendant le sommeil, plus un Oura Ring, en fait, ils avaient réussi à rapprocher la phase de sommeil dans laquelle était la personne, donc qui se voit en fait vraiment le gold standard pour le voir, c'est l'électroencéphalogramme. Ils avaient réussi à le rapprocher à des phases qu'on pouvait voir au doigt avec le Oura Ring. Donc c'est vendu comme un capteur de sommeil et qui permet d'optimiser ses heures de coucher, de savoir si on a assez dormi et de savoir si on est dans une bonne journée ou une journée un peu fatiguée où il faut y aller mollo. J'avais beaucoup aimé au départ parce que ça m'a permis de régler pas mal de choses et notamment ça m'a un peu polissé pour que je me couche toujours à la même heure et pour voir en fait quelque part de combien j'avais besoin d'heures de sommeil par jour pour être bien. Alors, comme on le disait, c'est des proxys, hein, c'est pas de la science dure, bien que ça prétend l'être, mais, mais quand même ça aide. L'Oura Ring, personnellement, j'ai arrêté parce que c'était un petit peu gros au doigt et ça me gênait. J'avais l'impression que ces informations, en fait, j'avais pu les avoir pendant les 9 mois où je l'ai porté. Et du coup, ça m'apprenait plus grand chose parce que j'avais déjà pris en compte un petit peu toutes les modifications qu'il fallait que je fasse sur mon mode de vie. Effectivement, du coup, ça soulève une question, on pourra peut-être en reparler après, c'est dans quelle mesure finalement certains de ces objets connectés permettent d'améliorer, d'enhancer, comme on dit, certains paramètres comme le sommeil. Et finalement, après, on devient beaucoup plus focalisé et beaucoup plus réceptif à certains aspects. Et finalement, on arrive tout seul à faire aussi bien et l'apport d'informations devient marginal en fait. En tout cas, pour moi, j'ai acquis l'essentiel des informations pendant les premières semaines où je l'ai porté. Et après, les informations que j'avais, c'était assez redondant parce que je m'attendais déjà en fait à ce que j'allais voir. Et vu que je ne cherchais pas à suivre une maladie en particulier, que j'étais plus un peu dans l'apprentissage sur moi-même, j'ai pas eu besoin de le porter plus longtemps que ça en fait. Ça, c'est un retour d'expérience intéressant. Si vous avez utilisé l'Oura Ring, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires votre expérience. Ça peut aider les gens, je pense, à améliorer peut-être leur sommeil, et ce qui est quand même pas toujours facile à améliorer et pourtant tellement, tellement important, une fois encore. Alors toujours en ce qui concerne le sommeil, alors là c'est juste une petite remarque, il y a des bandeaux ou des espèces de capteurs électroencéphalogrammes EEG, alors que ce soit Muse, que ce soit Dream ou autre. Et ces capteurs-là sont en fait assez
peu au point en réalité aujourd'hui. Lorsqu'on regarde des études indépendantes, eh bien en réalité on enregistre beaucoup d'artefacts, et notamment d'artefacts musculaires, contrairement à un électroencéphalogramme où on arrive à repérer en fonction des ce qu'on appelle des graphoéléments, c'est-à-dire des profils électriques générés, qui contrairement à un électrocardiogramme où c'est globalement à peu près toujours le même profil avec des anomalies qui peuvent s'y glisser, eh bien pour l'électroencéphalogramme, en réalité, c'est extrêmement large, c'est une rythmologie qui est très vaste, et donc tout ça pour dire que ces appareils-là, aujourd'hui, ne sont pas vraiment au point, contrairement à ce qui peut être dit, puisqu'on retrouve donc des études qui montrent que l'activité électrique censée être du cerveau n'est en fait pas du cerveau, et en fait c'est un artefact musculaire, notamment sur les muscles frontaux, les orbiculaires, etc. Donc ça, du coup, on ne va pas en parler davantage. Passons maintenant aux montres connectées. Alors ça fait un grand buzz. Alors c'est vrai que j'en ai moi-même une depuis 2015 maintenant. Alors au début, c'était un peu l'euphorie de la découverte, du début, de savoir ce que ça allait pouvoir apporter. En ce qui concerne les montres connectées, il y a beaucoup à dire aujourd'hui parce que ça a beaucoup évolué. On peut peut-être commencer par le côté tracker sportif. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, donc dans les montres connectées, maintenant il y a vraiment deux versants. Il y a typiquement les montres sportives qu'on met essentiellement pour l'entraînement et qui vont rechercher principalement le rythme cardiaque, l'oxymétrie, qui vont calculer le nombre de pas, éventuellement la distance parcourue, se connecter au téléphone via une appli avec Google Maps pour suivre le parcours, qui vont pouvoir faire altimètre, certaines qui vont pouvoir aller dans l'eau pour les gens qui veulent un peu suivre leurs entraînements de nage à la piscine. Donc il y a ces montres-là, et puis il y a les montres, on va dire, plus généralistes, type Apple Watch, là qui vont faire en fait toutes les fonctions aussi des smartwatches, plus liées aux applications, avec les appels, les notifications, bon ça on va pas détailler, mais qui maintenant aussi commencent à faire des électrocardiogrammes, des oxymétries, des capteurs de mouvement, qui peuvent aussi en théorie donner des informations un petit peu comparables à l'Oura Ring pendant la nuit en captant différents éléments du sommeil. Alors en pratique, c'est pas très agréable de dormir avec une montre, je trouve, et puis il faut bien la recharger à un moment. Tout à fait. Voilà. Mais on va distinguer ces deux types de smartwatch. Donc c'est vrai que pour des gens qui s'entraînent sérieusement au sport, les smartwatches sportifs, ça commence à être vraiment très au point pour traquer différents éléments comme sa fréquence cardiaque, l'oxymétrie, la distance. C'est un objet qui est assez peu encombrant et qui est très utile. En ce qui concerne du coup les trackers sportifs, donc ça permet notamment de surveiller la fréquence maximale théorique pour l'âge. On avait fait un podcast où on parlait justement aérobique versus HIIT, c'est-à-dire explosif versus cardio, enfin, etc. Et donc on vous renvoie sur ce podcast. Donc là, ça nous permet un petit peu de surveiller la fréquence maximale lors de l'entraînement et de la comparer à la fréquence maximale théorique acceptable qu'on appelle la FMT, hein, qui se calcule empiriquement comme étant 220 moins l'âge et qu'il ne faut pas trop dépasser sinon on risque de se mettre un petit peu en danger potentiellement. En tout cas, c'est le but de cette formule-là. Donc ça, c'était pour les trackers sportifs. Toujours sur les montres connectées, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Tu en as dit un mot, on a vu l'apparition d'électrocardiogrammes. Alors attention, électrocardiogramme à une électrode. Un électrocardiogramme standard, c'est 12 électrodes. On peut en faire facilement 18 en mettant des dérivations dans le dos. Voilà, donc c'est loin d'être un ECG complet, hein, vraiment. Néanmoins, lorsque les patients sont surveillés, scopés comme on dit en soins intensifs, on a souvent 4 dérivations aux racines des membres. Et donc là aussi, c'est une vue très imparfaite de l'activité électrique du cœur. Par contre, là où c'est assez parfait, c'est que ça permet d'enregistrer les éventuelles arythmies. Et donc avec une seule dérivation, on peut aussi du coup bien sûr enregistrer des arythmies. Quel intérêt tu vois à l'enregistrement de l'électrocardiogramme, cette fois-ci peut-être plus en termes de dépistage? Ouais, alors c'est sûr que l'enregistrement des électrocardiogrammes par les smartwatches, ça c'est vraiment un truc d'avenir, hein. En fait, les trois grandes anomalies qu'on peut observer sur un électrocardiogramme médical,
c'est les troubles du rythme, les troubles de conduction et les troubles de repolarisation. Et en fait, pour étudier les troubles de repolarisation, c'est là qu'il faut de multiples dérivations, et donc ça, on ne pourra pas vraiment les étudier avec une smartwatch. Mais par contre, pour ce qui est des troubles de conduction et des troubles du rythme, ça, on peut tout à fait l'étudier, et ça représente quand même un nombre de pathologies cardiaques immense que souvent on va ignorer. Et donc, si on imagine un monde avec des gens qui portent des smartwatches, qui leur prennent des ECG régulièrement, le nombre de maladies qu'on va pouvoir dépister et pouvoir intervenir avant que les problèmes arrivent, c'est incroyable. Ça va vraiment ouvrir des champs de la médecine auxquels on n'a pas encore accès. Donc ça, c'est vrai que l'arrivée de ces électrocardiogrammes directement sur la montre, ça, c'est quelque chose qu'on attend beaucoup chez Sequoia Santé, parce que le nombre de morts prématurées ou de maladies handicapantes prématurées qu'on va pouvoir éviter, c'est incroyable. Oui, comme tu le dis, c'est une nouvelle médecine. En fait, on y est préparé quelque part, mais en fait, on ne sait pas à quoi elle va vraiment ressembler. On ne sait pas quel va être le rôle de certains cardiologues. Toi aussi, tu travailles beaucoup avec des cardiologues dans ton quotidien. Moi, c'est le cas aussi par rapport aux patients qui sont à risque ou qui ont déjà fait un AVC. Et donc, rappelons-le, hein, les troubles du rythme sont la première cause d'AVC chez les gens de plus de 50-60 ans. Donc on parle souvent de l'athérome et des artères bouchées, ce qui est une des causes d'AVC, mais enfin l'autre, elle est vraiment d'origine cardiaque, et notamment sur des troubles du rythme de ce type-là. Donc c'est vraiment un point intéressant qui est, semble-t-il, plébiscité par certains de nos confrères cardiologues, qui nous disent: «Non mais aujourd'hui l'enregistrement sur 24 heures qu'on appelle le Holter ECG, finalement, c'est vraiment désuet. On peut faire bien mieux en situation qu'on appelle écologique, c'est-à-dire dans le quotidien, et enregistrer pendant des très longues périodes et traquer des arythmies». Donc on est vraiment sur un progrès immense. D'ailleurs, ça soulève une petite question qui est: que va-t-on faire de toutes ces données en termes d'interprétation? C'est-à-dire que chaque fois qu'on va plus loin et qu'on voit mieux, il y a une période d'adaptation qui est difficile, parce qu'on détecte plus d'anomalies, et en fait certaines d'entre elles sont péjoratives vraiment, et d'autres finalement sont des variantes, et des variantes de la normale. Par exemple, lorsqu'on est passé de l'IRM cérébral, qu'on appelle un 5 Tesla, 3 Tesla, peu importe, qu'on a amélioré l'IRM, et ben on a découvert beaucoup plus de lésions. Alors certaines de ces lésions étaient vraiment pathologiques, d'autres pas forcément, et donc ça va être cette phase où il va falloir ce que les physiciens appellent améliorer le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire vraiment voir ce qui est pertinent et voir ce qui est plutôt de la fluctuation du bruit de fond en quelque sorte, dont on n'a en fait rien à faire. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement où placer le curseur, mais justement, ça va faire l'objet de tous ces développements, et qui sont d'ailleurs en cours actuellement. Il est clair que vu la quantité de données que ça représente, ça passera par des intelligences artificielles qui interpréteront en masse les électrocardiogrammes, et seuls ceux en fait qui sont prélevés par l'intelligence artificielle comme potentiellement pathologiques seront présentés à un cardiologue. Ça passera par des intelligences artificielles de toute manière. Alors juste pour terminer rapidement ce survol sur les performances de certains trackers, si on prend toujours sur les montres connectées, les smartwatches, il y a aussi depuis peu l'apparition de la surveillance d'une saturation d'oxygène. Alors ça fait un moment que, pareil, il y avait eu quelques balbutiements. Là aujourd'hui, ça semble beaucoup plus fiable par rapport aux données de référence, qu'on appelle les gold standards. Donc là maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus fiable. Quel intérêt il peut y avoir à surveiller une saturation en oxygène? Bah, c'est très important, et puis là on l'a vu spécialement pendant le Covid, hein, la baisse de la saturation d'oxygène, c'est un des éléments, un des critères majeurs en fait de la gravité d'une infection par le Covid. Donc en fait c'est la baisse de l'oxygénation du sang qui peut avoir lieu quand il y a une atteinte pulmonaire et que le poumon fonctionne mal. Et ça, c'est typiquement un critère d'hospitalisation, voire même de réanimation si elle descend trop. Donc c'est vrai que chez les gens qui pouvaient ignorer la gravité de leur maladie, avec ce capteur-là, ils auraient été tout de suite au courant et donc capables d'anticiper de potentiels graves problèmes. Alors pour rebondir sur le Covid, effectivement, là, tel que ça s'est passé, la gestion à domicile a été intéressante. C'était d'ailleurs un gros progrès sur un peu l'histoire de notre médecine, avec des gens qui ont pu être maintenus à domicile, avec parfois de l'oxygène à la maison, pas forcément à des gros débits, une anticoagulation préventive, par exemple, et surtout, une surveillance de l'oxymétrie, c'est-à-dire de la saturation d'oxygène, par des petits appareils classiques, mais qui du coup ne permettent d'enregistrer qu'au moment où on le prend. C'est pas connecté, il n'y a pas d'alarme dessus forcément, en tout cas pas en dehors des moments où on l'allume, bien évidemment. Et donc,
même si c'est déjà un progrès énorme, on voit très bien que on est déjà dans l'ère d'après, et l'ère d'après, c'est cette surveillance, par exemple, de ce type-là. Donc dans le cadre du Covid, ou puis après on peut citer bien sûr les insuffisants respiratoires chroniques. Donc là, on est cette fois-ci dans le suivi de maladies, que ce soit avec l'application ECG, donc dépistage et suivi, et dans la partie saturation d'oxygène, on est aussi dans la partie, alors dépistage peut-être, mais en tout cas suivi d'une maladie aiguë ou chronique. Donc là, on est cette fois-ci, on a basculé dans le champ de la maladie cette fois-ci, et ça c'est intéressant de le souligner. On n'est plus seulement dans le tracker chez quelqu'un qui est apparemment en bonne santé, du sommeil ou de l'activité physique. Là, on a vraiment basculé dans le champ dans le champ de la maladie. C'est clair. Et d'ailleurs, si je peux me permettre de rajouter un petit point sur les smartwatches, vous avez aussi des trackers d'activité qui vous disent si vous avez suffisamment marché pendant la journée, si vous n'avez pas été trop longtemps en position assise. Et donc, ça vous donne quand même une mesure objective de comment se déroule votre journée. Et ça peut vous donner des alertes, comme quoi vous êtes trop assis, qu'il faut vous lever, qu'il faut marcher. Vous pouvez voir votre nombre de pas par jour. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour pouvoir rectifier certains modes de vie. Absolument. Et donc là, on a suffisamment parlé, hein, notamment toi, Victor, qui a beaucoup travaillé ce sujet, le thème de la sédentarité et des risques pour la santé de la sédentarité et comment lutter facilement, en fait, dans le quotidien contre la sédentarité. Et d'ailleurs, je vous renvoie sur le podcast qu'on avait fait à ce niveau-là. Alors, juste une espèce de question d'ouverture. Il y a depuis pas très longtemps le développement, toujours pour le sommeil, hein, le fameux sommeil, le développement de matelas spéciaux, très spéciaux, qu'on appelle le 8 Sleep. Est-ce que, Victor, tu peux nous passer en revue, mais très rapidement, les principaux les atouts du 8 Sleep? Ouais, alors 8 Sleep, c'est une marque qui s'est lancée aux États-Unis. Ça a l'air assez révolutionnaire. Donc, bon, ils n'ont pas encore commencé à livrer en France, mais c'est prometteur. Moi, les gens qui ont essayé sont ravis. En fait, c'est quelque part un smart matelas qui permet de contrôler la température du matelas, et sachant que la température peut changer suivant la place où on est. C'est-à-dire, par exemple, si dans un couple où l'homme a toujours trop chaud et la femme a toujours trop froid, eh ben, on pourrait imaginer que le matelas chauffe du côté de la femme et refroidisse du côté de l'homme. Et a priori, ça marche très très bien. Et il y a aussi plein de capteurs dans le matelas qui permettent de voir le nombre de mouvements qu'on a eu pendant la nuit, qui permettent de voir la température corporelle, plein d'autres qui sont en cours de développement. Et a priori, les gens qui ont essayé ce matelas dorment tous comme des bébés et ne peuvent plus revenir en arrière. Et les informations qui sont récoltées sont très riches. On imagine, hein, on passe tous un tiers de notre vie dans notre lit. Donc c'est vrai que pouvoir récolter des informations et contrôler sa température à ce moment-là, ça paraît très prometteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on attend vivement en France. On espère pouvoir vous en dire plus quand ça arrivera chez nous. Ah oui. Bon, bah, je crois qu'il est temps de conclure ce podcast. Donc, on a vu du coup un progrès fabuleux, une évolution très nette en assez peu de temps sur les objets connectés. On est passé d'objets connectés, on va dire descriptifs, qui nous permettent de mieux percevoir avec plus ou moins de justesse le sommeil, la qualité du sommeil, le type de sommeil, la durée du sommeil, notre nombre de pas, voilà. Donc là, on est sur des aspects vraiment descriptifs qui vont nous aider par réitération, par amélioration, réitération, et on vérifie derrière donc qu'on améliore les choses. Donc ça a déjà été une révolution en soi. Derrière, il y a maintenant le dépistage et la surveillance de certaines maladies, alors là qui constitue vraiment encore un progrès majeur, via l'application électrocardiogramme, via l'application la détection de la saturation en oxygène, etc. Il y en a certainement bien d'autres à venir. Alors il y a quelques difficultés malgré tout au niveau de ce qui est électroencéphalogramme, on l'a mentionné, pour l'instant c'est pas du tout au point, mais il n'y a pas de raison que ça s'améliore pas dans les mois et années qui viennent. Il y a aussi les trackers de la glycémie, voire de l'insulinémie lorsqu'il y a un dispositif d'injection d'insuline plus ou moins en continu. Donc ça a été un progrès fabuleux chez les diabétiques de type 1, ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et donc il y a eu de grosses études d'ailleurs internationales à ce sujet et qu'on a pu voir passer, qui sont passionnantes. Et donc là justement, on fait le pont entre le descriptif et l'intervention,
Et donc, on arrive effectivement là maintenant aussi sur l'intervention chez les gens en bonne santé, et donc l'intervention sur le sommeil grâce au White Sleep. Et donc, alors là, on est cette fois-ci à la fois sur du tracker, mais aussi une espèce de boucle, quoi, hein, ce qu'on appelle les boucles de feedback, c'est-à-dire que cette fois-ci, il y a une boucle qui va, en fonction de ce qui a été détecté, changer le comportement du dispositif, parce que alors là, carrément, c'est plus seulement un tracker, c'est un ensemble, c'est tout un dispositif, tout un matelas, qui va permettre de nous refroidir davantage si on est trop chaud, et donc nous permettre d'optimiser. Donc là, on est vraiment dans de l'optimisation du quotidien. On est sur on va dire une espèce de troisième phase de développement de ces appareils de santé connectés. Voilà, merci Victor d'avoir détaillé les aspects de ces appareils connectés que tu utilises toujours, moi aussi dans une certaine mesure. Merci beaucoup Boris, et je tiens à rappeler que nous n'avons pas de part dans les sociétés qu'on a évoquées, donc on n'est pas du tout sponsorisé, on n'a aucun intérêt économique à vous parler de ça. On pense réellement que c'est une amélioration majeure au niveau de la santé publique et qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont être développées à ce niveau. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait en activant la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoiasanté.com. Pensez à vous abonner à notre newsletter et à télécharger notre e-book offert. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous.